Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je poste la vidéo un petit peu tard, mais j'ai pas pu le faire avant. Donc premièrement, j'espère que vous avez lu du coup les 4 premiers chapitres du livre comme je vous ai demandé. Normalement c'est pas très long, hein, il y avait 25-30 pages max. Donc pour faire bref, je vais résumer les 4 premiers chapitres pour commencer, pour être sûr que tout le monde ait compris. Donc chapitre 1, vous avez Monsieur Myriel, donc du coup l'évêque de Digne, qui est très aimé par la population puisqu'il fait énormément de choses pour les habitants, d'accord. Il va également accompagner, donc passage important dans le chapitre, un condamné à mort jusqu'à l'échafaud, passage dans lequel on voit que Victor Hugo il fait une critique de la peine de mort. On voit bien que dans la manière qu'il a de tourner le sujet, de construire les phrases, qu'il présente le condamné à mort comme une victime d'un système qui est injuste et qui est barbare. On va y revenir là-dessus puisque le travail que je vous demanderai, du moins pour... on va dire que selon votre niveau, je ne vous demanderai pas toutes les questions, je remettrai dans les descriptions du travail, mais le travail que je vous demanderai, c'est de travailler sur la préface du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un petit livre que je vous recommande pour les grands lecteurs, un petit livre dans lequel justement il parle du dernier jour d'un condamné, comme le dit le titre, et où il met en avant, il remet en question, si vous voulez, la peine de mort en France en fait. Faut-il abolir la peine de France ou non dans le pays. Donc lui, vous allez voir que comme on le voit dans Les Misérables, dans le chapitre 1, il s'oppose fermement à la peine de mort. Il va lutter, Victor Hugo, contre la peine de mort, contre le travail des enfants, contre pas mal d'injustices et qui sont dénoncées justement à travers Les Misérables. Dans le chapitre 2, vous avez la présentation de Jean Valjean. Donc il vous est présenté comme un vagabond. Encore une fois, on joue sur le pathos. Pathos, c'est un mot que je vous remettrai en description dans la leçon, parce que de tout ça, je vais vous faire une petite leçon quand même. Donc pathos qui veut dire la pitié, d'accord, en grec. Pas la pitié comme vous l'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire tu me fais trop pitié au sens négatif du terme, mais la pitié au sens de émouvoir le lecteur en fait, qu'on ait de la compassion pour lui. Avec Jean Valjean, c'est ce qui se passe dans la description que vous avez de lui au début du chapitre 2. On le présente vraiment comme un vagabond, comme un miséreux, comme quelqu'un qui a été repoussé de partout. Il dit qu'à un moment il a voulu s'abriter dans la niche d'un chien, mais que même le chien l'a refusé. Donc il y a une déshumanisation totale du personnage, c'est-à-dire qu'il est traité plus bas que terre. Un animal est plus humain que lui, en fait, le chien est plus humain que lui. Donc c'est une manière qu'a Victor Hugo de nous montrer en fait qu'il est vraiment repoussé de tout puisqu'il sort du bagne. Et puisqu'il sort du bagne, il a une carte jaune, d'accord, un passeport jaune, et en fait ce passeport jaune, ça montre qu'il sort de prison. Et du fait qu'il sorte de prison, personne, absolument personne ne veut de lui. Donc Jean Valjean, il arrive comme ça chez l'évêque pour lui demander l'hospitalité, puisque dans la religion chrétienne, comme dans beaucoup de religions en fait, et comme c'était déjà le cas dans l'Antiquité, on doit l'hospitalité à une personne qui en a besoin. C'est ce qu'on appelle dans la religion chrétienne le droit d'asile. S'il y en a qui connaissent la petite référence Disney là, dans Notre-Dame de Paris, Esmeralda à un moment demande le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est le droit de recueil dans un lieu religieux, et à partir de là vous êtes protégé, on ne peut plus vous faire de mal. Et normalement on doit le droit d'asile, que vous soyez chrétien ou non. Voilà, donc c'est toute la philosophie qu'il y a derrière. On va voir que dans ces 4 premiers chapitres, il y a la religion qui a un aspect très important. On voit bien qu'on est au 19e siècle, d'accord. L'importance de la religion dès le chapitre 1, puisque vous avez l'évêque qui, dans sa grande bonté, va aider toute la population. Donc on voit que l'homme religieux, c'est celui qui apporte de l'aide à la ville. Dans le chapitre 2, c'est celui qui va tendre la main à Jean Valjean, puisque dès le départ, il va l'appeler mon frère. Donc il va le traiter comme s'il était un membre de sa famille. D'accord, il va le mettre d'égal à égal. Ce qui va beaucoup bouleverser Jean Valjean, parce que lui, il a l'habitude justement qu'on le traite plus bas que terre, et il ne croit plus du tout en l'être humain, d'accord, en la bonté humaine. C'est devenu, si vous voulez, un peu une bête sauvage par ce qu'il a vécu. Et c'est là qu'on en vient du coup au chapitre 3 où on comprend l'histoire de Jean Valjean, ce qui lui est arrivé. Donc là on reprend dans cet incipit, donc je vous rappelle, incipit, on l'a déjà vu sur Skeleton Creek, ce qu'on appelle un incipit, c'est l'ouverture d'un roman, d'accord. Et ici on est dans un roman réaliste.
C'est-à-dire que tout est fait dans les lieux qui vous sont donnés, dans la manière de raconter l'histoire, pour qu'on ait l'impression de réel, l'impression que c'est vraiment arrivé. Et dans ces livres-là, on met en avant le peuple, d'accord, les classes populaires. Avec Jean Valjean, c'est ce qui se passe. On voit que c'est un homme qui vient d'une famille nombreuse, une famille défavorisée. On voit qu'il a enchaîné les métiers, il enchaîne plein de petits travails pour nourrir sa famille. Et il se trouve qu'un jour, il passe devant une boulangerie, d'accord, il y a une vitrine, il y a du pain, et il décide de voler un pain pour nourrir sa famille. Manque de peau pour lui, il se fait attraper, il est jugé, il est envoyé pour 5 ans, il est jugé à 5 ans de galère, il est envoyé à Toulon. Donc Toulon qui est une ville qui existe, donc encore une fois c'est pour le côté réaliste qu'on ait l'impression que ce soit vraiment arrivé. Victor Hugo, pour écrire ce passage, il est parti d'un fait divers dans un journal, donc tout est fait pour qu'on ait l'impression que ce soit arrivé. Pour nous dire Jean Valjean n'existe pas, mais des Jean Valjean il y en a plein. Donc c'est une manière de dénoncer ce qui est fait. Et là encore il va dénoncer le système, il insiste sur un système qui est injuste, ce que va subir Jean Valjean. Jean Valjean qui va avoir quand même, vous vous rendez compte, 5 ans d'emprisonnement pour avoir volé un pain pour sauver sa famille. Donc ce qui semble, on est forcément, en tant que lecteur, on est forcément révolté par la situation. Jean Valjean va voir que c'est quelqu'un qui est acharné, qui est déterminé, et qui veut dur comme fer se libérer des chaînes qu'on lui a mises, qui n'accepte pas sa sanction, puisque lors de la 4e année, eh bien, il tente de fuir, il se fait rattraper, il reprend 3 ans de prison. Il retente à nouveau de s'échapper au bout de la 6e année. Encore une fois, il n'arrive pas à s'échapper, donc il prend 5 ans de plus. Il retente au bout de 10 ans, et il reprend encore 3 ans de plus. Donc en tout, il est resté 19 ans en prison pour une baguette de pain. Voilà, donc c'est un peu sévère du coup. Et on va voir qu'au cours de ce passage, si vous voulez, en prison, toutes les fois où Jean Valjean a essayé de fuir et il a été rattrapé par le système, et où le système l'a enfoncé encore plus en lui mettant une sanction plus élevée, eh bien on a une transformation du personnage. Un personnage qui était bon au départ, d'accord, qui avait le cœur sur la main, qui était humain, qui voulait aider, à un personnage qui n'a plus aucune expression, qui n'a plus aucune empathie. C'est-à-dire qu'il ne ressent plus rien. D'accord, on lui a pris tout ce qu'il était. On vous le dit à la fin du chapitre 3, ce sont les dernières phrases d'ailleurs hein, du chapitre. Donc là, on a une dénonciation forte de la part de Victor Hugo. Il dénonce la déshumanisation de la prison. Il s'interroge et il vous interroge également, vous demandez est-ce que la prison c'est le meilleur système qu'il soit? Est-ce qu'un homme qui a fait de la prison devient meilleur? Et la réponse qu'il apporte pour lui, c'est que non, on en devient même pire, d'accord? Que le fait d'enfoncer les gens et de les enfermer, ça les rend pires. Voilà, donc les questions que se pose Victor Hugo, c'est intéressant parce que c'est un livre qui date du 19e siècle, nous sommes au 21e siècle, et on pourrait se poser encore les mêmes questions. On a encore des débats où on se pose ce genre de questions. La peine de mort, elle est encore appliquée dans certains pays. En France, il y a des gens qui souhaiteraient la réhabilitation de la peine de mort. Sur les prisons, est-ce que la prison c'est un bon moyen pour réinsérer quelqu'un dans la société? Eh bien, ce sont des questions également qu'on se pose, d'accord? Ce sont des questions ouvertes, c'est pour ça que ça donne lieu à des débats, parce que si vous voulez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en réalité. Ce sont des sujets où chacun a son avis et il y a du pour et du contre dans chacun. Et si ma foi il y a encore les prisons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a toujours pas réussi à trouver un système qui soit bien mieux et qui mette bien mieux tout le monde d'accord. Donc ça c'est la fin du chapitre 3, il sort de prison, il est complètement déshumanisé, il ne croit plus en rien, et c'est une bête sauvage, d'accord? Donc c'est dans cet état-là qu'il arrive chez l'évêque. Donc vous imaginez bien qu'étant donné qu'il ne croit plus en l'être humain, qu'à chaque fois qu'il a demandé de l'aide finalement, puisque à chaque fois ces tentatives d'évasion, c'est une forme d'appel à l'aide, au lieu de l'aider, on l'a enfoncé encore plus, on dit même qu'on lui a mis les chaînes pendant 2 ans, lors d'une de ses évasions, je crois que c'est la 3e si je dis pas de bêtises. Donc ça a été très violent. Et il arrive chez cet évêque qui va le traiter comme un égal, qui va demander du coup à la dame qui s'occupe de la maison
Il va lui demander de sortir les couverts du dimanche, les couverts, l'argenterie, d'accord, la belle vaisselle. Il le reçoit comme s'il recevait un hôte d'une grande qualité et pas simplement un vagabond à qui il offre le repas. Jean Valjean, il est très surpris, il ne s'attend pas à ça. C'est pas du tout la manière dont il a l'habitude d'être traité. Et ce qui va se passer, c'est que, ma foi, vous changez pas comme ça, et c'est pas parce que quelqu'un vous tend la main que, comment dire, vous allez vous transformer. Du coup, Jean Valjean, il voit toute cette argenterie, et il a qu'une envie, c'est de la dérober. Donc il est partagé entre l'idée de la dérober ou de la laisser, puisque, bien, cet homme, d'accord, l'évêque, a été très gentil avec lui, il a fait preuve d'une grande bonté, donc il hésite. Il va finalement céder à la tentation, c'est plus fort que lui. Le bagne, les années de bagne, de prison le rappellent, et il va voler l'argenterie et s'enfuir, d'accord. Sauf qu'encore une fois, il va être rattrapé par la police. Il va être conduit chez l'évêque, et l'évêque, au lieu de le dénoncer et du coup de le remettre en prison, va faire quelque chose que personne n'a jamais fait pour lui au cours de sa vie. Il va lui tendre la main, il va l'aider, il va croire en lui. Et c'est pour cela qu'il ne va pas le dénoncer à la police, mais qu'il va dire qu'il lui en a fait cadeau, et que c'est un ami. Et il va lui offrir cette argenterie. Et ces 2 chandeliers qu'il a dérobés au départ et qui lui ont été offerts par l'évêque vont rester avec lui, vous allez voir tout au long du livre, très précieusement, parce que ces 2 chandeliers, symboliquement, ça représente l'humanité, la bonté en fait pour Jean Valjean. Ça va totalement transformer sa vie. Lui qui ne croyait plus en rien, qui était comme une bête sauvage, va retrouver son humanité, va retrouver sa foi. D'accord, sa foi vraiment au sens religieux aussi du terme. Et du coup c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'on appelle dans la religion chrétienne la rédemption. Il va se racheter une conscience, une foi, une âme, il va redevenir un bon chrétien. Donc vous voyez qu'il y a la religion qui est quand même très très présente dans l'œuvre. Et c'est pour ça que les dernières phrases de l'évêque lui disent qu'il était dans le mal et que maintenant il sera dans le bien. Puisque l'action que l'évêque, ce n'est pas un prêtre, que l'évêque a réalisée pour lui, eh bien ça va lui redonner espoir en la vie. Et c'est ainsi qu'il va partir pour de nouvelles aventures, je ne veux pas trop vous spoiler, et qu'il va devenir l'homme qu'il va être tout au long du livre. Donc cet incipit, ce début de roman, il est très important parce qu'il nous présente le personnage phare qui est Jean Valjean. Il nous montre son chemin de croix, c'est-à-dire il nous montre d'où il vient, où il a grandi, le chemin qu'il a dû parcourir, les années de prison qu'il a dû effectuer. Et il nous montre comment après ces années de prison, il a réussi à redevenir quelqu'un de bien en fait, à se racheter. Et nous montrer que ce n'est pas la prison. Encore une fois, Victor Hugo critique la condamnation à la peine de prison puisqu'il nous montre que ce n'est pas en l'emprisonnant en fait qu'on a réussi, si vous voulez, à en faire quelqu'un de meilleur, mais qu'on a réussi à en faire quelqu'un de meilleur parce qu'on l'a aidé, parce qu'on lui a tendu la main à un moment où il en avait capitalement besoin. Voilà, donc ça c'est pour résumer un petit peu ce qu'il se passe. Donc je vais vous faire un bilan, d'accord, une petite leçon sur le départ de la leçon. Donc là le premier point, la première séance, je vais y arriver, de la leçon, ça va être sur l'incipit réaliste. Donc montrer que c'est une ouverture de roman qui correspond au style réaliste et qui nous présente du coup un héros, un anti-héros, d'accord, qui va être au cœur de l'histoire. Un homme pour qui on va compatir, pour qui on va avoir du pathos. Donc le pathos, c'est la pitié. La pitié au sens, je le redis encore une fois, au sens positif du terme, c'est-à-dire on va s'émouvoir pour lui, on va ressentir de la compassion à son égard. On va avoir envie de l'aider. Et si vous avez lu comme moi et que vous avez compris, normalement, vous avez dû ressentir un petit peu de compassion pour ce personnage qui est condamné et recondamné à la prison pour avoir simplement voulu aider sa famille. Donc pour la prochaine fois, le cours prochain, je vous demande de continuer la lecture. On ne travaillera pas forcément sur les Misérables eux-mêmes, on travaillera sur le cinéma, d'accord ? Sur les adaptations des Misérables au cinéma, je vous mettrai plusieurs bandes annonces, plusieurs affiches, on étudiera des affiches de films. Je vous demande bien de continuer, je vais vous demander également, je vais mettre les consignes, je les mettrai demain je pense, ou ce soir si j'ai le temps, je vous promets rien. Je vous demanderai de faire un petit carnet de lecture sur les Misérables,
Vous pourrez faire plusieurs idées, enfin plusieurs techniques différentes du moins. C'est-à-dire qu'un carnet de lecteur où vous pourrez vous noter vos idées au fur et à mesure, me faire des croquis, vous interroger, marquer le vocabulaire que vous ne comprenez pas, avoir fait des recherches sur les personnages, sur les Misérables. Bref, c'est assez libre comme travail, et je voudrais avoir un travail de lecture en fait par rapport au livre. Voilà. La prochaine vidéo, je ne pense pas, puisque je vais vous mettre du travail à faire là, sur la préface du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, que je vous demande de faire cahier de lecteur en même temps que le livre, que c'est une période un peu compliquée, que vous avez beaucoup de cours. On va y aller un petit peu mollo pour cette semaine, on va s'arrêter là, et la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est mercredi. Le travail sur le dernier jour d'un condamné, je vais vous mettre les questions par niveau. Si vous êtes Padawan, Jedi ou Dark Vador, vous n'avez pas à faire les mêmes questions parce qu'elles sont un petit peu compliquées. Vous faites ce que vous pouvez, je vous mets le corrigé la semaine prochaine en pièce jointe et on fait le cours sur les adaptations au cinéma des Misérables. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Des nouvelles que j'ai eues de la part de vos parents, vous avez l'air bien vous porter, donc tant mieux, ça me fait plaisir. Je souhaite de tout mon cœur qu'on se revoie le plus tôt possible, que je vous parle en face au lieu de parler à une caméra. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous!